Je ne vais pas parler longtemps parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'après l'exposé que j'ai fait en introduction et puis ce que nous avons vu et ce qu'ils ont vu eux-mêmes dans la salle, ils avaient beaucoup de choses à dire. Donc juste deux ou trois points ou deux ou trois questions. D'abord, ce qu'on a vu parlait de la propagande et pas de l'histoire réelle, évidemment. Parce qu'il est évident que l'histoire réelle qu'on a évoquée de temps en temps est assez différente de la propagande. Qu'il s'agisse du côté du colonisateur, où nous avons quand même évoqué pas mal les dessous et les non-dits, ou qu'il s'agisse davantage du côté des colonisés. Par exemple, l'idée un peu naïve de la propagande selon laquelle je ne peux pas dire les Congolais en 1930, les habitants du Congo belge ne pensaient rien, étaient des pauvres femmes et des pauvres filles qu'on devait aider, ne correspondait pas à grand-chose parce que les Congolais eux-mêmes avaient une lecture de ce qui se passait. Et non seulement une lecture, ils avaient aussi des réactions par rapport à ce qui se passait. Je voudrais rappeler ici juste un aparté du jeune prof que j'étais il y a maintenant presque 40 ans, voilà, il y a 40 ans, lorsque j'ai été invité à une conférence sur la décolonisation à laquelle participait Jean Stengers, historien, professeur méritant, avec lequel je n'étais pas toujours d'accord, le plus souvent pas d'accord du tout, mais à qui je reconnaissais les talents et les compétences de l'historien, et avec qui on pouvait discuter. Et Stengers expliquait que des entretiens qu'il avait eus avec le gouverneur Pétillon, il ne comprenait toujours pas comment il se fait que les Congolais se soient montrés si violents, si brutaux et réclamaient l'indépendance. En disant, Pétillon m'a toujours dit que quand il circulait dans les quartiers indigènes ou dans les cités indigènes, c'est comme ça qu'on disait, les gens étaient heureux, contents de le voir passer et ils ne comprenaient pas. Donc j'ai demandé à mon prof qui m'avait fait inviter à la conférence si je pouvais intervenir parce que je n'étais pas d'accord avec M. Stengers. Il m'a dit allez-y. Donc j'ai demandé la parole, je lui ai dit monsieur le professeur, je ne suis pas du tout d'accord avec vous et je vais vous dire pourquoi. Moi j'avais environ 10 ans lorsque Pétillon était gouverneur général du Congo. J'allais à l'école Sainte-Marie sur l'avenue Joséphine-Charlotte, et le gouverneur Pétillon avait l'habitude, en effet, vers 16 heures, de parcourir, de passer par cette avenue, sans d'ailleurs entrer dans les cités indigènes, ce qui quand même pose un problème. Il était dans le boulevard qui sépare les quartiers européens des quartiers africains. Et nous étions des enfants qui sortaient en effet devant lui pour le saluer. Je peux vous dire que nous rions, entre nous, nous parlions beaucoup et fort, en lingala naturellement, qu'il ne comprenait pas, et nous lui disions, mais des choses que la décence m'interdit de dire devant vous. On l'insultait d'abord, on insultait ses yeux, je ne sais plus si ses yeux étaient bleus ou gris, on insultait sa mère, etc. On lui disait des obscénités absolument invraisemblables. Alors, il est clair qu'il y a un problème, c'est qu'il ne comprenait pas ce que nous disions et pensait que nos gestes bizarres étaient des signes d'affection à son endroit. Ce qui donc veut dire qu'il est paradoxal que le lingala ait été, notamment par la force publique, l'une des langues du pouvoir d'État, et que la plupart des agents de haut rang de l'État n'aient jamais compris cela. Et donc cette chose-là, le fait de nommer quelqu'un, donc d'une certaine manière, de se l'approprier, puisqu'on le nomme, on pense qu'on peut avoir une action sur lui, montre que naturellement,
ce que les anthropologues et les sociologues nous montrent bien, c'est que la société congolaise n'était pas du tout une société passive, acceptant la colonisation, mais qu'elle était active en train de faire un certain nombre de choses. Et donc, de ce point de vue, le 4 janvier 1959 n'était pas tellement une surprise pour beaucoup d'entre nous, parce que, nous le savions, Adou Elenga avait chanté à la fin des années 40 « Atandele Mokuliko Baluka ». Un jour va venir où la terre, le monde, va s'ébranler, va se transformer, et 40 ans auparavant, Simon Kimbangu avait été emprisonné pour avoir dit un jour que le blanc sera noir, le noir sera blanc. Donc, les choses sont plus compliquées que ça. Alors, de ce point de vue, ce dont on peut s'inquiéter par rapport à l'avenir, c'est le statut de l'histoire coloniale et de l'histoire du Congo en Belgique. Je parlais de Singers, on peut parler de Salmon et de quelques autres. C'est qu'il y a eu un temps assez long pendant lequel l'histoire de la Belgique coloniale et l'histoire de la colonisation et secondairement l'histoire du Congo était une discipline universitaire à part entière. Et donc, il est très surprenant, ça va de pair avec cette espèce d'amnésie, il est très surprenant qu'on ait laissé tomber ça, et que plus grave peut-être, alors que dans la plupart des pays colonisateurs, la France, le Portugal, l'Angleterre, les États-Unis, les postes d'histoire dans ces pays, d'histoire de l'Afrique ou d'histoire de la colonisation, sont occupés de plus en plus par des personnes issues de la colonisation. Que la Belgique non seulement ait supprimé ces postes, mais n'ait jamais pensé, enfin j'imagine quand même que parmi beaucoup de jeunes que je vois étudier ici, il y a des gens qui sont tout à fait compétents et qui feraient des cours importants, pas seulement pour le Congo, mais je pense quand même pour les Belges eux-mêmes. Donc il y a un problème d'histoire, mais rassurez-vous, au Congo, nous avons aussi un problème d'histoire. C'est que une nation jeune comme la nôtre a besoin à la fois de connaissances historiques et a besoin, bon, l'expression roman national est peut-être trop chargée, a besoin aussi de rêver sur un certain nombre de choses. Or, ce qui est frappant, c'est que au département d'histoire de Kinshasa, nous courons après les étudiants et nous sommes obligés de leur donner des bourses pour qu'ils viennent étudier l'histoire. Donc ça fait que, sans que les choses soient dites explicitement, nous avons un rapport difficile avec notre passé. Et je pense que cette difficulté est peut-être le pendant de la difficulté qu'on sent confusément en Belgique. L'une des questions étant, à quand fait-on commencer notre existence en tant que nation ou en tant que nation potentielle? Pour beaucoup de gens, c'est la propagande a fait ses effets à partir du roi Léopold II. Et donc, un certain nombre de gens continuent à dire le roi bâtisseur. Il y a une histoire très intéressante, l'histoire de la statue équestre du roi Léopold II, qui était donc devant le palais du gouverneur, devenu ensuite palais de la nation. Et donc c'était très étonnant, après l'indépendance, que cette gigantesque statue, comment dire, à cheval, dont la croupe, comment dire, du palais, c'est la croupe du cheval qu'on voit, et le dos du roi Léopold. Et beaucoup de jeunes que nous étions, on pouvait de temps en temps aller dans ce quartier, mais on était furieux de voir cette très belle place qui donne sur le palais et sur le fleuve derrière, et derrière sur Brazzaville, notre alter ego, occupé par cette statue équestre. Donc au lendemain de l'indépendance, ce sont les jeunes de Kinshasa qui l'ont déboulonné. Quand j'ai fait le film Le Roi Blanc, cette statue et quelques autres étaient dans un terrain vague où nous avons vu des jeunes jouer à foot et quand ils voulaient se faire pipi, ils allaient faire pipi sur cette statue ou faire caca sur cette statue. On dit mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est rien du tout, c'est de la merde. Or, comment dire, après l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, et après la mise en place de nouvelles équipes au pouvoir, jeunes, ignorants de l'histoire, l'un des ministres du Congo a voulu rétablir cette statue là où elle était. Il l'a rétablie
ça n'a pas fait 24 heures, les jeunes l'ont redéboulonné. Et donc, ça veut dire, quand est-ce que ça commence? Ça commence à Léopold ou ça commence beaucoup plus tôt? Et beaucoup plus tôt, ça commence quand? L'un des effets de la classification héritée de la colonisation, c'est que quand on dit d'où ça commence, chronologiquement, on peut dire, bon, on sait qu'en 1482, quand Diego Cao arrive à l'embouchure du Congo, il trouve là un État où il y avait un roi Nzingankou, qui lui-même était le successeur, après X générations, d'un autre roi, Tinouene. Donc, est-ce qu'on ne peut pas partir de ça? Alors, cette manie classificatoire de la colonisation fait que beaucoup de Congolais aujourd'hui continuent de s'identifier selon les normes coloniales. Je n'ai pas amené ma carte d'identité. Si je l'avais, vous verrez que c'est exactement la carte d'identité coloniale. Votre ethnie, votre localité, votre province, le nom de votre papa, au besoin l'ethnie à laquelle il appartient, le nom de votre maman, éventuellement l'ethnie à laquelle elle appartient. Donc ça veut dire que la rigidification des identités collectives n'est pas, comme certains le disent, dans la nature du Congolais. C'est l'un des effets à long terme de cette affaire. Donc là, il y a une question importante qu'on doit discuter peut-être. Au niveau de l'Europe, il y a probablement peut-être quelque chose à faire. Comment nous allons gérer intellectuellement et scientifiquement ce moment commun? Dans le cas de la Belgique, c'est 80 ans. Dans le cas d'autres pays, ça fait 500 ans. Qui continue jusqu'aujourd'hui. Comment on gère ça intellectuellement? Est-ce qu'on laisse les mythologies anciennes continuer de produire leurs effets, ou est-ce qu'on pense que le moment est venu de prendre à bras-le-corps cette question? Alors, je voulais aussi parler d'images que nous avons vues, images dans lesquelles on voit donc cette nature sauvage et le train qui arrive et qui ouvre la route à la civilisation, les bateaux qui arrivent et qui ouvrent la route à l'entrée de produits et à la sortie de produits du pays. Je sais que, excusez-moi de faire un peu d'égo-histoire, parce que c'est peut-être le meilleur moyen de comprendre pourquoi je fais ce que je fais, je dis ce que je dis. C'est que lorsque je suis entré en 6e des humanités, donc la première classe, c'était le moment où on avait le droit, pour les bons élèves, entre guillemets, de ne plus être enfermé dans le quartier indigène, mais d'aller à l'école dans le quartier des Blancs, où se trouvaient les bonnes écoles secondaires. Et donc, on allait au collège Saint-Joseph, à côté de l'église Sainte-Anne, et il y avait là la gare centrale. Et un très beau bas-relief en cuivre, où il y avait exactement les mêmes images. La nature, les trains, les bateaux, mais cette fois-ci avec des gens en train de travailler dur. Et une belle citation en latin, « Aperire teram gentibus », ouvrir la terre aux nations. Ça nous a plongé dans une perplexité. Donc, nous autres, nous sommes la terre. Et on ouvre la terre aux nations européennes. Or, cette idée-là, que le Congo, c'est d'abord une terre où il y a des richesses qui doivent être exploitées au besoin par des nations étrangères, c'est une idée qui est au fin fond de la tête des Congolais. C'est aussi vrai de Tchombe que des Kabila, c'est aussi vrai de Kasavubu que c'est d'autres. Nous sommes d'abord la terre, où il y a des ressources, et c'est les autres qui vont venir l'exploiter. Les Belges, s'ils le veulent, s'ils ne veulent pas, on va demander aux Français, s'ils ne veulent pas, on va demander aux Chinois, aux Brésiliens, peut-être aux Sud-Africains qui sont, dit-on, plus civilisés que nous parce qu'ils ont été menés à la trique et chez eux, la civilisation a produit des effets. Donc il y a là, je dirais, une sorte d'héritage empoisonné dont nous devons tout de même nous occuper un peu. Et puis, dans ce qu'on a vu comme image, pour l'historien, la manière de dérouler le temps est extrêmement intéressante. Il y a toujours avant nous, vous avez vu les photos des gens nus, des sauvages, des polygames, etc. Nous, on est là
des gens qui commencent à se civiliser. Et ce qui est très étonnant pour nous, certains d'entre nous, c'est que la Belgique elle-même a combattu pour son indépendance. Et donc, au moment où elle colonise le Congo, elle fête son cinquantenaire de l'indépendance. Quand elle est au cœur de la colonisation, elle fête le centenaire de son indépendance. Comment se fait-il que des gens qui ont combattu pour leur indépendance n'aient jamais pensé à ce qui se passerait après eux? En fait, je pense que ils y pensaient quand même un peu. L'idée de beaucoup, c'était que après nous, ben, ça sera exactement comme avant nous. Et la presse de 1959, 1960, 61, jusque longtemps, peut-être jusqu'aujourd'hui, c'est regardez ces gens-là. Avant nous, ils étaient dans la barbarie. Quand on était là, c'était pacifié. Le roi Baudouin le dit, des tribus belliqueuses entre eux. Maintenant que nous sommes partis, ben vous voyez qu'on aurait pu rester un tout petit peu plus longtemps. Et d'ailleurs, si on regarde bien tout le débat qui a suivi les fameuses propositions de Van Bilsen sur les 50 ans, qui ont été rejetées avec force, c'était l'idée que il faut peut-être commencer à penser à après nous, puisque partout autour, ça a bougé énormément, mais 50 ans, c'est encore très peu. Il faudra sans doute beaucoup plus pour s'en sortir. J'ai une dernière question qui m'inquiète un peu et à laquelle je n'ai pas de réponse. Peut-être parce que nous n'avons pas assez d'informations. Une dame me l'a reposée tout à l'heure et a fait des réserves, probablement à juste titre. C'est que dans tous les pays colonisateurs, sauf quelques exceptions, dans tous les pays colonisateurs, la colonisation est intervenue au moment du grand processus de socialisation démocratique, donc entre les années 1870 et 1950, avec des avancées considérables, une libération de la parole, la constitution de groupes divers, de syndicats, de partis, de groupes de pression, de cellules de réflexion, qui, dans presque tous les pays sauf exception, ont eu quelque chose à dire sur la colonisation. Et notamment, on peut dire, une gauche anticolonialiste et quelquefois, dans certains pays, une droite ou une extrême droite anticolonialiste. Où sont ces anticolonialistes belges? Est-ce que c'est la manière dont nous avons étudié l'histoire qui fait que nous ne les avons pas vus ou nous n'avons pas voulu les voir? Ou est-ce que ils n'existent pas du tout? Donc, si nous n'avons pas pu les voir, qui sont-ils? Organisons-nous pour les voir. S'ils n'existent pas, comment expliquer cette espèce de paradoxe qu'il y ait un consensus aussi large, actif ou passif, par rapport à une entreprise dont on savait par ailleurs qu'elle n'était pas toujours tout à fait propre. Que pensaient, par exemple, certains milieux catholiques, puisqu'on sait qu'au Congo même, il y a sinon des congrégations, il y a des missionnaires dans certaines régions, notamment dans l'Équateur, qui est l'une des régions qui a souffert le plus de la colonisation belge, qui ont fait des choses, pris des partis, amorcé des actions, peut-être pas contre la colonisation, mais pour, comme on disait, le relèvement des populations locales. On sait aussi que quelques autres se sont identifiés avec les populations qu'ils étudiaient. Est-ce que ça serait, je dirais, un royalisme exacerbé, donc l'adhésion à toute la mythologie fondatrice de la maison de Saxe-Cobourg, qui fait que Léopold II, on n'y touche pas. Et derrière lui, on n'y touche pas du tout. Est-ce qu'en 1960, tous les Belges étaient d'accord avec le discours étonnamment archaïque prononcé par le roi Baudouin à Kinshasa? J'avais, je crois, 13 ou 14 ans, mais on était complètement atterrés. Comment peut-il dire ça dans un pays où, en 1482, il y avait des royaumes, dont le royaume du Congo, alors que la Belgique n'existait pas? Comment que fait-il au Katanga? Msiri Moussidi a été assassiné par un officier belge. Donc, on a du mal par rapport à ça, et peut-être que
pour faciliter les relations entre nos deux pays, il faudrait que cet anticolonialisme, même modéré, des Belges, soit un peu mieux connu. Et finalement, il y a quand même une grande question, c'est quelle relation entre certains mouvements associatifs aujourd'hui, je ne pense pas à la tienne, mais certains mouvements d'aide au développement, comme on dit, et ce passé colonial. Est-ce qu'il y a des relations ou pas? Il m'est arrivé de lire des textes, d'entendre des gens parler avec beaucoup de générosité et beaucoup d'efficacité, mais j'ai quand même le sentiment que l'autre en face, celui avec qui on est supposé travailler, n'est presque toujours pas tenu en compte. On pense pour lui, on décide pour lui, quelquefois on agit ou on croit agir pour lui, alors que lui-même sur place continue de vivre, de se battre. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi peut-être des choses à dire et à préciser sur les relations qui peuvent exister entre ceux qui se battent là-bas et ceux qui se battent ici pour que ça change là-bas et ici? Et je pense que l'un des enjeux des élections qui vont venir, c'est précisément cet enjeu-là. Est-ce que l'Europe, que va faire l'Europe? Elle se replie sur elle-même ou elle regarde les autres? Comment peut-on aujourd'hui transformer cette idée qui a fait rêver beaucoup de générations d'Eurafrique? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Beaucoup ont peur des Chinois, beaucoup ont peur des Brésiliens et d'autres, mais qu'est-ce que vous faites sinon d'avoir cette mythologie qui a toujours échoué, d'établir un limès entre les barbares et nous? On sait que tous les murs qui ont été établis dans l'histoire se sont toujours tombés et effondrés. Donc voilà un peu. Et dernière chose, évidemment, bien sûr, je vais passer la parole à Calvin, c'est les Africains qui vivent en Belgique. En France, ça n'est pas mieux. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure de Christiane Taubira, mais enfin, quand même, il y a des avancées significatives, il y a des élus, il y a des combattants, il y a des acteurs économiques, des présidents de clubs de football, des entraîneurs noirs, etc. Alors qu'on a l'impression que la Belgique, qui est quand même un grand pays, est d'émigration et d'immigration. Les Belges en France ont connu à la fin du 19e et au début du 20e toute une série d'avanies liées aux immigrés, tout comme eux-mêmes les Belges ont reçu sur leur sol des gens venus de plusieurs régions de l'Europe qui n'ont pas posé trop de problèmes. Est-ce que le sort qui est celui des jeunes et des moins jeunes issus du continent africain n'a pas des relents plus ou moins secrets de ce passé que bon volins-nolins, ce passé qui est quand même un passé qui est commun, même si des deux côtés de la barrière, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais cette différence doit être assumée, analysée et pour être dépassée au besoin. Voilà, j'introduis la discussion.